Bienvenue dans ce magazine et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013. Nous sommes ensemble pendant 26 minutes, le temps de faire le tour de l'Île-de-France et d'en découvrir sa richesse culturelle. Des spectacles à ne pas rater, des lieux à visiter, des artistes à découvrir, c'est tout de suite dans Grand Paris Culture. Agnès Bove et Grégory Baquet sont à l'affiche du spectacle Coloratour au théâtre du Ranelagh à Paris. Nous nous sommes glissés dans les coulisses à la rencontre des deux comédiens. Nous vous emmènerons visiter la maison de Jean-Jacques Rousseau. C'est dans les hauteurs de la ville de Montmorency que le philosophe a écrit ses plus belles œuvres. Gros plan musique dans cette édition avec le groupe Lion Claw de passage à Étampes lors d'un concert des Soirées du Furet. Au rendez-vous des rythmiques percutantes et entraînantes. Je vous propose de commencer l'année avec un spectacle drôle et émouvant qui raconte la vie de Florence Foster Jenkins, cette diva lyrique des années 30 mondialement connue car elle chantait divinement faux. Cette pièce de Stephen Temperley s'est montée avec succès à Broadway. Adaptée pour la scène française par Stéphane Laporte, elle est reprise sur Paris. Coup de cœur du Festival d'Avignon 2012, Coloratour se joue actuellement au théâtre du Ranelagh. Agnès Bove et Grégory Baquet, alias Mrs Jenkins et son pianiste, ont accepté les caméras de Grand Paris Culture le temps d'une soirée. Regardez. Elle chante comme une casserole, et pourtant cette cantatrice ratée, Florence Foster Jenkins, va tout de même réussir à se produire sur la scène mythique du Carnegie Hall de New York. Persuadée qu'elle a la voix d'une soprano coloratour, cette riche héritière américaine des années 30 va devenir célèbre en massacrant allègrement les plus grands airs classiques. Coloratour. Je ne me flatte pas en disant cela, mon don particulier, c'est la pureté de mon timbre. Inspirée par la véritable histoire de Miss Jenkins, Coloratour raconte les 12 années de collaboration entre la pseudo-cantatrice et son pianiste. C'est l'histoire de Cosme McMoon, qui est un pianiste de jazz dans un bar, un peu en fin de carrière, et qui un jour va se souvenir de la rencontre qu'il a fait 20 ans plus tôt à New York, quand il était jeune pianiste frais moulu des écoles et qu'il a débarqué à New York et qu'il a rencontré cette dame qui cherche un accompagnateur et lui, cherchant le cacheton, en attendant de vivre de ses œuvres, il a accepté d'être le pianiste accompagnateur de cette femme. Très vite, il s'aperçoit qu'elle ne sait pas chanter du tout. Et il va quand même accepter de faire un premier concert pour l'argent. Et puis petit à petit, il va en faire un deuxième. Elle le paye très bien. Elle est quand même plutôt touchante, amusante, rigolote. Et puis finalement, il va être complètement attendri par cette femme qui croit dur comme fer être une grande diva. Et il va tout faire pour la protéger et la faire amener le plus loin possible. Pour jouer cette soprano qui chantait faux, il fallait trouver l'oiseau rare, une comédienne sachant vraiment chanter du lyrique. Cet oiseau existait, c'est Agnès Bove. Un véritable défi pour elle de ne plus chanter juste. Au niveau du jeu et de la gageure que ça représentait pour moi, j'étais un peu excitée par ça, quoi. Par le fait d'avoir à chanter faux, et puis qu'on me demande de le faire. En général, on s'applique plutôt à faire le contraire. Mais... En fait, je le pense comme une partition. C'est-à-dire que je ne fais pas tout le temps la même chose. Ça se ressemble quand même. Mais j'essaye de penser juste avant à la note que je vais faire, de penser à viser à côté, quoi. C'est un peu une question de concentration, quoi. Pour accompagner Agnès Bove, il fallait un autre comédien aux talents multiples, chanteur et pianiste. L'heureux élu est Grégory Baquet.
C'est carrément même un bonheur et un honneur, puisque c'est un spectacle qui se joue depuis presque 8 ans maintenant, dans le monde entier. Ça a été créé à New York, à Broadway. Ce spectacle a obtenu plusieurs Tony Awards, qui sont l'équivalent des Césars, mais pour la comédie musicale là-bas aux États-Unis. Ça se joue en Europe, partout. J'ai la chance d'en interpréter le rôle en France. Drôle de rythme, allez, oublie-moi. Adios, bye bye, écris-moi. Adios, bye bye, écris-moi. Ah non. Pour nous, c'est particulièrement agréable d'être... parce qu'il y a une grande complicité entre nous, bon, pas seulement entre les deux personnages, mais entre nous deux, entre les deux comédiens qu'on est. Probablement parce que justement, il y a cette aisance des deux côtés, et puis du coup, on s'amuse bien, quoi. Allez-y. Non, 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 Arrêtez de vous punir à la fin. non, mais vous n'entendez pas ou quoi, hein? Pièce très drôle et émouvante, Coloratour est aussi une réflexion sur l'art, les artistes et la foi en soi. C'est une pièce sur plein de choses, mais bien sûr au départ sur la foi, sur l'envie sur la foi en soi, sur l'art, sur à quel moment on est artiste, à quel moment on a du talent, enfin sur le doute aussi, forcément. C'est la grande question de tout artiste. Est-ce qu'on est digne de faire ce qu'on fait? Est-ce qu'on a du talent? Est-ce que le talent plaît? Est-ce qu'il faut croire en soi? Est-ce qu'il faut ne pas douter? Oui, ça parle de tout ça. Alors effectivement, ces deux personnages que nous interprétons, et elle et moi, bah voilà, moi je suis quelqu'un qui plus ou moins a du talent, en tout cas, il est pianiste, il a l'oreille, et il joue juste, mais il ne croit pas en lui forcément, alors qu'elle n'a absolument aucune sorte d'oreille ni de justesse. Elle croit pertinemment que c'est une grande chanteuse, et d'ailleurs, 60 ans plus tard, on se souvient d'elle, et pas de lui. Si la vie incroyable de cette femme qui remplissait les salles en chantant divinement faux vous intéresse, Coloratour se joue au théâtre du Ranelagh à Paris et partira en tournée à la fin de l'année. Retour à l'Antiquité avec une exposition qui se tient jusqu'au 17 mars au château de Versailles. Peinture, sculpture, dessins, tapisseries, objets d'art et mobilier. Plus de 200 œuvres à découvrir sur l'expo Versailles et l'Antique. Diane, Vénus, Minerve, Apollon, ils sont tous là. Une histoire passionnante et un régal pour les yeux. C'est un sujet de Johanna Soudry et Élodie Moine de TV Fil 78. On l'oublie peut-être, mais le château de Versailles est empreint de mythologie. L'exposition Versailles et l'Antique nous rappelle que le domaine, jadis baigné dans l'Antiquité, collectionne les références aux dieux et déesses. Louis XIV, en installant la cour et le gouvernement à Versailles en 1682, a eu à cœur d'acheminer quantité d'œuvres antiques à Versailles même. Au XVIIe siècle, l'Antiquité est perçue comme un enjeu politique. Les artistes du roi redoublent d'efforts pour que leurs créations rivalisent avec les beautés antiques. Plus les collections sont riches, plus le prestige du souverain est reconnu. Si à l'époque Versailles est considéré comme la nouvelle Rome, ce titre est aujourd'hui moins présent dans les esprits. Le drame de Versailles, c'est qu'à la Révolution, en fait, tout le patrimoine mobilier a soit été vendu, soit est parti à Paris pour fournir les collections du musée du Louvre. Le musée du Louvre et le château de Versailles ont donc travaillé conjointement pour présenter aux visiteurs 200 œuvres entre sculptures, peintures, tapisseries et objets d'art. Vous savez qu'à cette époque-là, les papes étaient très sourcilleux sur leur patrimoine. Il était très difficile d'exporter des antiquités de Rome. Et Louis XIV, néanmoins, a réussi à en obtenir 3 durant son règne et des pièces majeures qui sont présentes dans cette exposition. Il s'agit de 3 statues, Germanicus, Cincinnatus et le centaure Albani. Si Louis XIV a pu rassembler à Versailles des antiques venus du monde entier comme le Moyen-Orient avec l'Apollon de Smyrne, il s'est aussi vu offrir des sculptures à l'image de la Vénus d'Arles. Dans l'exposition, au premier étage, on peut voir de nombreux tableaux réalisés sur des thèmes antiques à la demande donc de Louis XIV ou collectionnés par lui, ainsi que des éléments de décor, du mobilier, des boiseries, des vases. L'exposition comprise dans le billet d'entrée du château est accessible jusqu'au 17 mars 2013.
C'est dans une petite maison des hauteurs de la ville de Montmorency que le philosophe Jean-Jacques Rousseau a écrit ses plus belles pages. Auteur de La Nouvelle Héloïse, Le Contrat social et L'Émile, l'œuvre pour laquelle il a été condamné et contraint à fuir de la ville de Montmorency qu'il aimait tant. Cette petite maison est aujourd'hui un musée dédié à l'histoire et l'œuvre du penseur, inspirateur de la Révolution française. Philippe Pémal de VOTV a poussé les portes du petit Mont-Louis. L'endroit paraît austère, et pourtant cette modeste maison de Montmorency a accueilli l'un des hommes les plus importants de notre histoire, Jean-Jacques Rousseau. Écrivain, philosophe, musicien, Jean-Jacques Rousseau s'installe à Montmorency en 1756. D'abord logé dans une autre maison de la ville, l'Ermitage, le philosophe va ensuite s'installer dans cette petite maison de 3 pièces, le Mont-Louis. Il s'en contentera, et il s'en contentera, je pense, avec plaisir, puisque c'est dans le fond ce qu'il recherche quand il vient ici. Il fuit Paris et il retrouve ici une autre vie, une vie simple, et qu'il va consacrer, bien sûr, à l'écriture. Déjà célèbre avant d'arriver à Montmorency, Jean-Jacques Rousseau va écrire ici 3 œuvres majeures qui scelleront son destin littéraire et philosophique. La Nouvelle Héloïse, roman qui sera l'un des best-sellers du siècle, Le Contrat social, traité de philosophie politique qui inspirera les révolutionnaires, et enfin L'Émile, qui lui vaudra une condamnation et entraînera son exil. Et oui, malheureusement, ce sont par ses écrits, L'Émile, Le Contrat social, mais surtout L'Émile, qu'il va être contraint de quitter ce séjour de Montmorency, où il sera resté près de 5 ans. Il ne reviendra jamais à Montmorency, sauf lorsque ses cendres seront ramenées d'Ermenonville au Panthéon, en passant par Montmorency, où une grande cérémonie aura lieu dans le centre du village. Jean-Jacques Rousseau meurt en 1778. 2 siècles plus tard, sa maison de Montmorency devient un musée. On peut y visiter les 3 pièces de la maison et le donjon, petit pavillon au fond du jardin qui lui servait de cabinet de travail. Une extension de la maison datant du 19e abrite des expositions temporaires autour de la vie et de l'œuvre de Rousseau. Alors, dans la maison de Jean-Jacques Rousseau, c'est une maison qui a été reconstituée avec un mobilier qui n'est pas forcément tout le mobilier que Rousseau a eu dans cet endroit, mais du mobilier qui était présent à l'Ermitage pour une partie. On retrouve quand même quelques éléments de mobilier, notamment dans la cheminée, qui est celle qu'il avait fait installer dans le donjon. Donc c'est une maison où on visite les 3 petites pièces que sont d'une part la cuisine, la chambre de Thérèse Levasseur et puis au premier étage, la chambre de Jean-Jacques Rousseau. Les quelques années passées à Montmorency seront pour Jean-Jacques Rousseau les plus déterminantes de sa vie et de son œuvre. Une visite au musée vous permettra de lever un coin du voile sur la vie de cet homme tourmenté qui n'aura vécu toute sa vie que par passion. Musique maintenant avec le groupe Lion Claw, un collectif de 5 musiciens originaires de la région parisienne qui nous emmène aux frontières du reggae New Roots, un son particulièrement novateur. Nous les avons rencontrés lors de leur concert à Étampes dans le cadre des Soirées du Furet. Un rendez-vous organisé par le réseau des musiques actuelles en Essonne, nommé Résonne. De jeunes artistes à découvrir, on les écoute au micro de Giuseppe Baggio de Télésonne. Groupe du Sud-Essonne, les Lion Claw sont en concert à Étampes dans le cadre des Soirées du Furet, mis en place par les adhérents de Résonne. Rencontre avec les artistes, présentation. Robin en fait à la batterie, Alberto dit Bebs à la basse, Janiel au chant, moi-même claviériste, Lolotte et Mag, donc 2 saxophonistes, et Jérém guitare et Nico deuxième guitare. Le concept, c'est en fait, c'est un groupe reggae New Roots, donc New Roots pour le côté un petit peu nouveau du reggae en fait. Et on essaye justement d'être un groupe un minimum engagé, avoir des textes engagés. Et notre but premier, c'est d'élargir un maximum notre public. Et vous êtes organisé comment ? Alors le truc, c'est que moi, surtout dans le groupe, j'essaye de manager un peu tout ça, donc par rapport surtout aux dates. Alors les dates, c'est ce qui est le plus compliqué. On démarche vraiment d'une façon 100% free, quoi. On rentre en collaboration avec pas mal de gens, donc par exemple ce soir avec Sasquatch.
On essaye de faire en sorte voilà, de se booker nous-mêmes, en tout cas, nos propres dates. Le CD qu'on a sorti est 100% autoproduit. Et le projet en lui-même est 100% autoproduit. On essaye justement de garder ça au maximum. On veut être maître de notre propre projet. L'Aillon Clos a récemment enregistré un maxi sous la direction de Valentin Payen. Ça s'est passé à MJC de Limours, donc ça a été très bien, on a été bien accueillis. On l'a fait en plusieurs étapes, histoire d'avoir quelque chose de vraiment carré, au maximum, quoi. On avait 5 titres, donc il fallait mettre la gomme dessus, quoi. Valentin Payen, l'ingé son de la MJC le studio à Limours, c'est lui qui nous a permis de nous donner pas mal de conseils par rapport à l'enregistrement. Surtout pour les phases studio, comment entreprendre les choses par rapport à la basse batterie, ajouter des petites choses, modifier des petites choses. Et il nous a pas mal aidé par rapport à ça et on va dire que c'est un peu grâce à son travail aussi qu'on a un bon petit support maintenant, quoi. Un disque qui met en avant des thématiques universelles. Le message avant tout de faire passer, c'est unité, quoi. C'est l'amour sur terre, la paix sur terre. Enfin, on vit quand même dans une société où il y a pas mal d'abus, pas mal de bonnes choses aussi, mais nous on ne dit pas que notre musique va changer les choses et je crois que pour tout le monde c'est pareil, mais en tout cas voilà, on essaye, quoi qu'il arrive, de faire passer un message et d'être écouté un maximum sans vouloir changer les choses, mais au moins élever les consciences. Parmi les compositions du groupe Reggae New Roots, la chanson emblématique intitulée L'Aillon Clos. L'Aillon Clos, ça parle beaucoup du projet, en fait, de l'empreinte qu'on veut laisser en fait, à chaque passage. En fait, l'Aillon Clos, ça signifie griffe de lion. Griffe de lion qui est assez significative, voilà, pour laisser une empreinte. L'Aillon Clos, né en 2009 à Étampes, s'engage sur la route de l'autoproduction avec de belles compositions dans l'esprit reggae et une formation modulable pour faciliter les concerts en acoustique. Depuis toujours, Élise Lefebvre a la passion des métiers d'art. Ameublement textile, émaux ou moulage en fonderie, cette femme touche à tout se découvre finalement une attirance pour la céramique. Depuis 2004, elle manie la terre et le feu dans son atelier de Pantin. Elle crée des pièces uniques, fonctionnelles et décoratives. Nathalie Tissot de TVM Est Parisien l'a rencontrée pour nous. Ça fait 8 ans que j'ai un atelier à Pantin. J'ai commencé ici à Pantin en 2004. La plupart du temps, je fais ce que j'ai envie de faire, quoi, et les choses que j'aime. Donc je pense que c'est un luxe que tout le monde n'a pas, c'est sûr, quoi. Quand ça sort des moules, c'est comme ça. C'est comme ça, donc ensuite après je ponce la pièce, je passe un petit peu l'éponge pour enlever un petit peu tous les côtés un peu agressifs là. Et ensuite c'est décoré. C'est des pièces que oui, je vais vendre sur des marchés, un petit peu à des boutiques, mais c'est assez rare. J'aimais bien le contact avec la matière, le côté physique aussi, dans lequel on est obligé de rentrer. Voilà, on participe aussi physiquement quand on travaille. Un petit peu lourd. Il y a plein de choses, il y a des gens qui vont être spécialisés par exemple dans le moulage, d'autres ça va être dans le tournage, d'autres ça va être les émaux. Il y a aussi des formations qui sont que sur le décor, sur porcelaine. Il y a plein de formations différentes. Et vous, vous êtes spécialisée dans quoi là? Un peu tout. Non, ça va être plutôt... Moi, je vais plutôt faire du moulage. Je tourne très peu. Et un petit peu de décor. Bonjour.
Il y a des gens qui reviennent souvent, qui ont plein de vaisselle chez eux. Je sais que c'est plein de vaisselle à moi et je sais que voilà, ils utilisent vraiment mes objets au quotidien et ça c'est agréable quoi. L'association Les Saltimbanques de l'Art signe en ce début d'année sa 10e exposition d'art contemporain. Au programme des œuvres très diverses, des aquarelles, des huiles sur toile, des bijoux, des peintures acryliques et des sculptures éclectiques. C'est jusqu'au 12 janvier, Patricia Larcher-Reverdy de Rueil TV nous emmène à l'espace Renoir de Rueil-Malmaison. Les Saltimbanques de l'Art récidivent pour la 10e année consécutive, avec une nouvelle exposition à l'espace Renoir. Cette association, créée en 2002 pour promouvoir l'art rueillois, a sélectionné comme chaque année 14 artistes, au style très éclectique. Cette exposition, au départ, était faite pour le plaisir de faire connaître des peintres. Et puis, elle a pris de l'ampleur. De nombreux peintres nous ont sollicités. Et cette exposition, si vous venez la voir, vous le verrez qu'elle est très éclectique, qu'il y a aussi bien du figuratif que de l'abstrait. Des huiles, des collages, mais également des aquarelles et des sculptures composent l'exposition organisée par artistes. Il y a des choses assez étonnantes. Il y a des personnes qui utilisent bien sûr de la peinture, mais également se servent de découpage, de choses qui peuvent être très attractives. On a même un peintre qui a mis c'est sa signature qui a mis des magnettes. On a deux sculpteurs, un sculpteur qui travaille le fer et avec des récupérations d'objets de travail courants, des fourches, de toutes sortes de choses, et qui fait des choses très très agréables. Et on a également une sculptrice qui travaille qui modèle de la terre et qui fait de l'émaillage, et également un créateur de bijoux, et de très très beaux bijoux à des prix très abordables. Ma volonté, c'est de faire quelque chose de très éclectique, de façon à ouvrir justement l'intérêt à de nombreuses personnes. Toutes les toiles sont également proposées à la vente. Leur prix varie de 60 à 400 €, à découvrir jusqu'au 12 janvier à l'espace Renoir. Et pour fêter cette nouvelle année, je vous propose de se quitter en musique avec les Broken Candies. Ce duo vient de la ville de Melun, en Seine-et-Marne. Ils font de l'électro. Avec cette originalité, l'un des deux joue de la guitare sur scène. Le morceau s'appelle Smoking Hills. Il est issu de leur album Kitsch is Fashion. C'est une découverte de talent signée Louis Vallet de Canal Coquelicot 77. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.